on va prolonger et continuer cette discussion d'une certaine manière. Je vais me mettre voilà, au centre et je vais demander à Frédéric Mazzella, qui est là, de venir me rejoindre sur scène. Alors, je disais tout à l'heure, Maïté, il y a la moitié de la salle qui ne connaît pas. Frédéric Mazzella, un peu plus quand même. J'ai l'impression, je sais pas, la notoriété de l'entrepreneur c'est une échelle, c'est quelque chose. Il y a l'échelle Maïté, au-dessus, en dessous. Je sais pas. Ouais, mais en termes de génération, oui. En termes de génération, oui. Même si, en fait, ils sont dans Blablacar, ils sont dans les Blablabus, ils sont, etc. Ils savent peut-être pas effectivement que... c'est un jeune gars qui rentrait de Stanford. C'est Stanford, c'est ça, hein, oui, Stanford. Voilà, c'est ça. Qui a créé tout ça. Oui, en même temps, le plus important, c'est qu'ils utilisent le service. Et pour toi, oui. Absolument. Donc, bon, bah voilà, Frédéric Mazzella, créateur de Blablacar. Je me souviens, allez, pardon, on va faire les anciens combattants 2 secondes, mais j'étais à la télévision à l'époque. Et Frédéric, enfin, Blablacar est la première licorne française, la toute première. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais tu étais venu à la télé et on avait une licorne affichée comme ça derrière ce grand... voilà, c'était un écran comparable. Et vous aviez même fait des awards à un moment dans un théâtre où vous aviez ramené un cheval avec une grande corne sur scène. Je me souviens de ça. Oui, je voulais l'oublier. Ah, tu voulais l'oublier. Oui. Donc on avait mis une corde en plastique sur un cheval, voilà. Et il y avait un gars, c'était un exercice de cirque, quoi, qui est fait là sur la scène, effectivement, d'un grand théâtre. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée qu'on ait eue. Ah si, moi ça m'a marqué. Je trouve ça original. Bon, allez. Rentrons dans le dur. Donc tout ça pour dire que depuis, alors tu as évidemment quitté l'opérationnel de Blablacar depuis quelques années, et aujourd'hui tu es podcasteur, investisseur, toujours au contact de l'ensemble de ce qui se passe en termes de modernisation. Je suis aussi très impliqué avec France Digital, tu sais, le réseau de 2000 startups. Enfin, c'est la plus grande association de startups d'ailleurs en Europe. Donc il y a 2000 startups et une centaine d'investisseurs. Et ce que l'on fait, c'est comprendre bien l'écosystème pour réussir à aider nos champions à réussir à passer de l'état de start-up à scale-up et scale-up et au-delà quand on y arrive. Alors, quand tu regardes le monde de l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qui t'étonne le plus, positivement ou négativement? Mais je pense que ce qui m'a étonné, ce qui m'a toujours étonné au début, c'est de se dire qu'il y a quelque part un vent qui souffle parfois dans des décisions d'entreprise qui n'est pas forcément totalement aligné avec ce qu'on peut avoir nous dans nos tripes. Et ça, c'est parfois un peu gênant. Donc moi, je cherche toujours à aligner. Exemple, quand il y a des décisions qui sont basées plutôt sur, on va dire, soit du volume ou de l'argent et pas forcément sur... moi, je pense qu'il faudrait faire comme ça. Ouais. Il peut y avoir la communauté, il peut y avoir la manière de faire. Et parfois, on peut prendre des shortcuts juste parce que c'est moins cher, mais c'est moins bien aussi. Donc, alors qu'on aimerait tous faire le mieux possible. Donc, c'est toujours un challenge. C'est ça qu'il faut faire, je crois, dans une entreprise. C'est réussir à aligner ce qu'on pense qu'il faut faire vraiment avec aussi notre émotionnel et nos tripes et ce que la rationalité nous impose de faire. Et c'est ça l'exercice d'équilibriste. Je vais prolonger ça. Alors, j'ai eu une discussion récente avec Laurent Favre, le patron. Alors aujourd'hui, ça s'appelle OP Mobility, mais c'est Plastic Omnium, l'ancienne Plastic Omnium. C'est 7 milliards de chiffre d'affaires, 150 usines à travers le monde. Et on parlait de ce dont on parle ici, c'est-à-dire la fragmentation du monde. Il disait, cette fragmentation du monde va fragmenter la société. Moi, en tant que chef d'entreprise, mon boulot, c'est qu'au moins, dans ma boîte, on puisse continuer à se parler. Je dois absolument maintenir le dialogue, réconcilier ce qui paraît irréconciliable. Tu crois que c'est aussi un enjeu important ? Oui, et de toute manière, la communication, quel que soit l'objectif de l'entreprise, c'est toujours une bonne solution. Ouais. C'est-à-dire que plus on communique, plus on trouve des solutions normalement intelligentes ensemble. Le pire, c'est effectivement le silotage ou le fait que certains départements ne parlent pas à d'autres, parce qu'à ce moment-là, l'humain est mal fait. C'est-à-dire que l'humain, ce qu'il ne voit pas, il ne va pas le comprendre et il ne va pas forcément vouloir le comprendre non plus. Ouais. Et donc, ça peut créer des rivalités ou en tout cas des mauvaises collaborations entre des départements quand ils ne communiquent pas suffisamment. Tu vois, si le marketing commence à dire je ne sais pas ce qu'ils font à la tech, c'est toujours en retard, ou si la tech dit je ne sais pas ce qu'ils font en marketing, à faire des pubs à la télé, ça veut dire qu'ils ne se parlent pas assez. Ouais. Alors, je prends des exemples. Le parcours, des exemples vécus. Le parcours d'innovation. Alors, toi, c'est un train raté, c'est ça ? Ouais. Les gars d'Uber, ils ne trouvaient pas de taxi à Charles de Gaulle sous la pluie. Ça démarre comme ça. Comment est-ce que ça démarre
l'étincelle de Ça peut l'innovation. démarrer de plein de manières, mais il faut que ce soit suffisamment comment dire, attractif et parlant pour qu'on y dédie tout son temps. Non, moi, je devais rentrer en Vendée, tu sais, je suis vendéen, et je devais rentrer en Vendée à une période de fin d'année. Et je m'y suis pris très tard pour mes déplacements, comme souvent d'ailleurs. Et tout était complet. J'ai dû m'y prendre, tu vois, le 22 décembre pour descendre le 23, quelque chose comme ça. Et donc tout était complet. Et finalement, dans les trains, et donc je ne trouvais pas de solution. J'ai appelé ma petite sœur qui habitait à Rouen à l'époque et qui avait une voiture. Je lui ai dit, est-ce que tu peux faire un détour par Paris pour me récupérer et m'emmener en Vendée? Donc elle est venue me chercher, on est descendu et là sur l'autoroute A10, alors pour ceux qui l'ont prise, quand on descend, on se fait doubler par les TGV et donc on se fait doubler par un TGV. C'est vrai. Voilà. Et je dis à ma petite sœur, bah tu vois, TGV là, je suis sûr qu'il est plein et qu'il n'y a plus de place parce que j'ai essayé et tout est complet. Et là en même temps, je regarde sur la route et je vois des centaines de voitures quasi vides. Et je me dis, bah, des places vides pour aller en Vendée, il y en avait plein. Mais elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Et alors moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une place libre dans la voiture de ma sœur, mais enfin il fallait connaître ma sœur, ça fait pas un service, tu vois. Donc je me suis dit, bah, il faut rendre ce service-là, tu vois, accessible à tout le monde, qu'on puisse réserver des places dans les voitures, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. Et donc je me suis dit, c'est tellement bête comme, c'est bête comme chou comme idée. Et je me suis dit, bon ben voilà, pourquoi ça n'existe pas. Au début je croyais que c'était illégal, je me suis dit, mais ça doit être illégal, si ça n'existe pas, c'est tellement évident que ça devrait exister. Et puis en fait non. Alors j'ai trouvé après que ça existait en Allemagne. J'ai pas dormi pendant 72 heures en réfléchissant à l'idée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une centrale de réservation des places libres dans les voitures, ça devrait juste exister. Comment ça se fait que ça n'existe pas? Où est l'obstacle technique? Alors en plus, j'avais fait mes études à Stanford en Californie en informatique, donc j'avais des bonnes notions d'informatique. Je travaillais dans l'informatique ensuite après, et donc je savais coder, je savais ce qui était faisable et pas faisable. Et là, je voyais aucun obstacle technologique pour réaliser ça, à part, alors voilà, après l'obstacle, c'était de réussir à faire en sorte que tu atteins le seuil de liquidité, enfin la masse critique suffisante, le volume, pour que quand tu vas chercher un trajet, tu trouves effectivement une voiture avec des places libres sur à peu près n'importe quel trajet. Donc ça a pris 7 ans pour arriver à 1 million d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est à plus de 100 millions. Mais et le temps qu'on arrive à cette période-là, ouais, il fallait tenir assez longtemps jusqu'à ce qu'on arrive à avoir assez de liquidité et qu'on puisse chercher n'importe quel trajet sur Blablacar, qui s'appelait pas Blablacar à l'époque, puisqu'on l'avait appelé covoiturage.fr. Mais d'ailleurs, je peux te le dire maintenant. Première fois que tu es venu, Blablacar. Non, mais ça va être très intéressant, en fait, vous allez voir. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce nom à la con, quoi? Blablacar. Et en fait, tu m'as dit, bah, vas-y, réponds. Bah oui, ça laisse pas indifférent. Et en fait, comme ça laisse pas indifférent, tu t'en souviens. Oui, mais tu dis, il y a la techno, et on y reviendra, mais il faut que les gens se parlent dans la voiture. Tu as fait tout de suite le mariage, le blabla, c'était on va se parler. Bah, disons que le nom Blablacar, il est venu. Alors d'ailleurs, le moment de solitude dont tu parles, quand j'ai présenté le nom Blablacar, c'est pas la seule fois où ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé le jour où je suis arrivé au board et que j'ai expliqué à tout le board qu'on allait changer de marque pour passer de covoiturage.fr à Blablacar. Blablacar. Là, il y a eu un gros blanc. Ouais. Mais tu étais sûr de toi? Bah, tu n'es jamais sûr. mais tu le sens, justement. Tu vois, on parlait d'aligner ce que tu sens mais tu es sûr de rien. Mais c'est tes tripes qui parlent. Voilà, et donc, il faut avancer. Tu te dis, ça va marcher. Et donc là, après le blanc, il y a un investisseur qui dit, c'est toi qui l'as trouvé? Je dis, bah ouais. Il me dit, ça se voit. Et donc je dis, ben, on va faire quand même, quoi. Ouais. Et donc ouais, on a changé de nom. Et c'est marrant parce que quand on a changé de nom, on avait 2 millions d'inscrits. Et ce qui s'est passé, c'est que les nouveaux qui s'inscrivaient sur le nouveau Blablacar se disaient, c'est incroyable ce truc-là, il y a déjà plein de monde, j'en ai jamais entendu parler. Et en fait, ça a augmenté la notoriété. C'est-à-dire que ça a eu un effet accélérateur plutôt qu'un effet ralentisseur. Et donc ça nous a beaucoup aidé encore à grandir. Et donc c'était la même communauté, c'était les mêmes gens, mais c'était en changeant de marque. Bref, voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Mais d'où vient Blablacar? Ça vient simplement du fait que quand on fait du covoiturage, on choisit différentes options. On choisit non seulement si on écoute de la musique ou pas en voiture, si on accepte les animaux ou pas, si on fume ou pas éventuellement en voiture, c'est important pour le confort. Et il y a aussi une option qui indique si on parle beaucoup ou pas. Donc on choisit si on est blabla ou blablabla.
Et ça existait déjà sur covoiturage.fr, on l'avait déjà mis. Et le nom de Blablacar, moi, il m'était venu un soir où je m'endormais sur mon clavier parce que je travaillais tard. Ce qui est une phase d'ailleurs très intéressante. C'est une phase qui s'appelle l'hypnagogie. Je ne sais pas si tu connais cette phase. C'est une phase extrêmement créative que beaucoup de créateurs utilisent, que ce soit des réalisateurs, des compositeurs, enfin bon, plein de gens des artistes l'utilisent parce que c'est le moment où on passe d'un stade éveillé au stade endormi, ou le contraire, du stade endormi au stade éveillé. Il y a une petite période. Parfois, ça dure 2 secondes, parfois, ça peut durer 1 minute. Et pendant cette période-là, notre cerveau est extrêmement créatif. Je sais pas si ça vous est forcément déjà arrivé. Après, le truc, c'est que on peut se réveiller ou pas pour noter les idées qu'on a eues pendant cette phase d'hypnagogie. Généralement, on n'a pas le courage. Parce que quand on va s'endormir, on est bien content et donc ce moment-là eh bien, nous amène dans le sommeil directement. Mais si on note ces idées-là à ce moment-là, généralement, c'est des idées soit farfelues, soit géniales, soit les deux. Et donc là, je m'endormais sur mon clavier et je vois la fiche d'un conducteur qui, lui, avait son option, il était blabla, et il y avait sa voiture à côté. Et comme je cherchais un nom avec, tu vois, avec le mot car ou avec pour s'étendre à l'international. Voilà, pour avoir un nom international, parce que covoiturage, je me suis assez vite rendu compte que ça ne marchait pas. Et covoiturage en espagnol non plus. Donc, du coup, j'étais un peu coincé. Et donc, là, je m'endors et je lis Blablacar et ça me réveille, tu vois, ça me fait marrer. Donc voilà, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai réservé le nom de domaine blablacar.com qui était libre. Et puis, c'est comme ça que le nom est né. Alors, autre élément, et ça aussi, c'est... j'y reviendrai après. Dépasser la peur du changement quand on est installé. Ouais, je pense que c'est pareil, ça rejoint encore... Comment on fait, là? Tout va bien, finalement. Ouais, mais... Pourquoi est-ce que je changerais encore? Déjà, le changement... alors, je ne sais plus quel grand philosophe grec a dit ça, mais c'est formulé de la manière à peu près suivante. De toute façon, c'est une traduction du grec. Donc oui. Puis il a dû dire « passe-moi le sel » aussi. Oui, enfin, bon, mais celle-là, on ne l'a pas gardée. Voilà. Non, c'est si tu n'aimes pas le changement, que penseras-tu de l'obsolescence? Tu vois, si tu ne changes pas, tu vas être obsolète un jour. Qu'est-ce que tu préfères? Donc, il vaut mieux bouger. Donc dans tous les cas, le changement, c'est notre nature. Après, il y en a un autre, et ça, je crois que c'est Aristote qui a dit la seule constante, c'est le changement. Mais ça, c'est important. Donc déjà, le changement fait partie de nos vies, qu'on le veuille ou non. Et au-delà de ça, c'est aussi une manière d'aller construire ce que tu as envie de voir arriver. Et alors, comment est-ce qu'on fait quand on a une bonne situation ou que quelque chose a réussi et qu'on se dit qu'on veut faire autre chose? Moi, je pense, là où j'ai trouvé en tout cas l'énergie et la rationalité pour le faire, c'est de se dire que quoi qu'il advienne, tu seras fier d'avoir essayé. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais tu seras au moins fier de l'avoir fait. Et tu ne seras pas resté avec un regret. Tu sais, il y a cette chose-là aussi, je pense, qui nous pousse tous à différents niveaux. C'est de se dire qu'est-ce que je veux vraiment avoir réussi ou fait dans ma vie avant que je sois sur mon lit de mort et que je me dise oh, trop tard. À ce moment-là, c'est trop tard. Donc non, mais il faut y penser avant, en fait. Tu vois, s'il y a un truc comme ça mais ça aide. Hein. S'il y a un truc que tu as envie de faire avant de dire oh, trop tard, il faut le faire maintenant. Mais je pense à un truc, c'est que si, juste avant de mourir, il y a le même état que tu as décrit là, c'est-à-dire que tout à coup, on a une idée de génie, c'est ballot, quoi. C'est ballot. C'est pour ça qu'il faut utiliser la pédagogie maintenant. Oui, voilà. Comment tu dis? Hypnologie? Hypnagogie. Hypnologie. Ouais, tu vois, c'est un mot compliqué, ça vient du grec. Juste une réponse courte, parce que, encore une scène, c'était il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, table ronde organisée par la SNCF, discussion entre Xavier Niel et Guillaume Pépi. Et un jeune gars lève la main. Bonjour, Frédéric Mazzella, Blablacar. J'avais jamais entendu parler de toi. Visiblement, Xavier Niel non plus. Enfin, j'en sais rien. Et ta question à Xavier Niel, c'était comment on fait pour maintenir le dynamisme d'innovation de l'entreprise quand on a dépassé le 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui donnait la mesure de tes ambitions. Je ne sais pas si tu te souviens de la réponse de Xavier Niel. Il t'avait répondu, ça dépend de vous. Ça dépend que du patron. Ce qui m'avait beaucoup surpris comme réponse. Ça dépend que du patron. C'est vous qui êtes le garant et le tenant du dynamisme et de l'innovation de l'entreprise. Aujourd'hui, tu es d'accord avec ça? Oui, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut, tu ne peux pas tout faire tout seul, il faut avoir mis en place une culture résiliente et une culture qui te correspond. Alors je sais que chez Blablacar, on a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, on a été explicite, on a été obligé de passer en explicite parce que la culture, quand on ne s'en occupe pas initialement, elle est implicite.
C'est-à-dire que quand on est un petit groupe au début, tout le monde discute ensemble, et puis c'est assez facile de se retrouver à comprendre comment chacun fonctionne. Mais quand on grandit, et surtout quand on commence à aller à l'international, bien forcément la communication, on en parlait tout à l'heure, la communication est moins fluide, elle est moins récurrente, et donc il faut trouver une manière d'affirmer ce que sont les valeurs ou les principes de fonctionnement de l'équipe, et ce qu'on a envie de construire en fait, quel est l'ADN de la société qu'on a envie de construire. Et donc on est passé en explicite, nous, assez rapidement, parce qu'on a été forcé de le faire, parce qu'on s'est étendu à l'international assez rapidement. Donc il y a un moment, quand on était 50 et qu'on était déjà en Italie, en Espagne, en Pologne et en France notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits bureaux, tu vois, à Milan, à Madrid, à Varsovie, ils avaient leur petite culture, même si c'était pas nombreux, tu vois, ils pouvaient être 4 à 8, mais on s'est rendu compte que la culture pouvait vite partir en étoile parce que chacun avait sa compréhension de ce qu'était la culture. Donc on a fait un exercice d'écriture tous ensemble de nos valeurs communes pour être sûr qu'elles soient diffusées, comprises et que ce soit notre mode de fonctionnement. Donc ça a donné des valeurs comme share more, learn more, par exemple. Tu vois, plus tu partages, plus tu apprends. Mais ça, c'est une grande valeur de progression aussi, parce que ça met tout le monde dans l'état d'esprit du partage, de partager ce qu'il sait pour pouvoir aller l'apprendre à ses collègues et également apprendre beaucoup de ses collègues. Donc c'est une manière d'apprendre. Il y a aussi fail, learn, succeed qu'on a mis. Donc fail, learn, succeed, les 3 étapes. C'est-à-dire qu'on conçoit bien, on a bien compris que l'échec, quelque part, enfin l'échec est un mot très fort en français. Un fail est beaucoup plus léger, mais fail c'est un essai manqué. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Fail c'est un essai raté. Échec, on a l'impression que c'est échec et maths, c'est terminé. Mais donc ça c'est d'ailleurs, il y a des analyses sémantiques comme ça à faire sur les mots qu'on utilise nous en français versus les anglo-saxons pour les mêmes choses. Mais en tout cas le fail sur la route fait partie des essais pour ensuite apprendre et ensuite réussir. Voilà, ce qui sont d'ailleurs... Mais attends, mais parce que tu le décris pas. C'est-à-dire quand tu dis explicite, ça veut dire que ça a donné des 4x3 Bien sûr. Sur lesquels tout ça était écrit, placardé partout, ça y est toujours, en mode révolution ça culturelle toujours, chinoise. Même, bim, voilà. Hein. Je sais pas si moi, je me souviens de Done is better than perfect. Oui, alors celui-là d'ailleurs, il n'est pas de nous, il était chez Meta, celui-là, chez Facebook. Ils en avaient quelques autres qui étaient Move plus extrêmes. fast and break things. Ouais, ça, celui-là, pour moi, je le trouve un petit peu trop puissant. Mais il a été repris par l'équipe Trump, en fait. Ouais. Move fast and break things. Voilà, tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas pris celui-là. Peut-être. Mais ça devient politique. Tout est politique. C'était pas prévu. Tout est politique. Ouais, voilà. Donc non, effectivement, on les affichait sur les murs. Et c'est vrai qu'aller afficher sur les murs fail, learn, succeed, c'est-à-dire une valeur qui commence par fail, c'est pas forcément facile. Mais c'est l'état d'esprit justement de l'itération, du fait qu'on sait que la version 1 sera moins bien que la version 2 et que de toute manière, il faut envoyer des choses. C'est pour ça que done is better than perfect est aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de peaufiner un truc soi-disant parfait pour le livrer plus tard et donc souvent trop tard, parce que non seulement il sera trop tard, mais en plus il sera pas parfait. Pourquoi ? Parce que dans le domaine souvent des services et des produits comme ce qu'on développe, c'est l'utilisateur qui détient en grande partie ce qui est parfait et ce qui ne l'est pas. C'est pas quelqu'un dans son bureau tout seul à imaginer comment l'utilisateur va utiliser son produit. Donc de toute manière, il faut envoyer le bateau à l'eau à un moment pour que les utilisateurs nous donnent leur retour. Et plus tôt on le fait, plus on a une boucle de progression sur le produit qui est puissante et forte et qui accélère. Donc d'où le principe done is better than perfect, c'est-à-dire qu'on fait, on expédie et on n'attend pas le moment où on se dit ah ça y est c'est parfait, je peux l'envoyer. Donc ça c'est dur parce qu'en plus, alors par contre attention, faut le faire avec des gens qui sont quand même un peu perfectionnistes, c'est-à-dire qu'il faut pousser des gens qui sont un peu perfectionnistes à shipper. Si tu as des gens qui ne sont pas perfectionnistes, ils vont balancer tout de suite des trucs pas solides. Ils balancent des trucs pas secs. Et le bateau coule. Et là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon. La question du moment, comment on se prépare à l'imprévisible ? Il faut prévoir plusieurs scénarios. Donc en espérant qu'il y en ait un qui marche. Comment tu te prépares au scénario que tu n'auras pas prévu ? Parce que c'est ça l'imprévisible. Normalement, déjà. Le fameux signe noir, c'est justement celui qui n'existe pas. Mais normalement, avoir prévu plusieurs scénarios, généralement, un scénario, c'est pas juste une ligne, c'est pas juste une action. Un scénario, c'est une série de 8, 10, 12, 25 actions pour arriver là où tu veux.
Quand on a prévu plusieurs, généralement, il y a des petites actions dans ces choses-là qui ont au moins ouvert tes possibilités de réflexion sur la manière d'arriver à ton but et qui font que le moment où quelque chose d'imprévisible se présente, tu as, au lieu d'avoir à ta disposition un scénario avec, je ne sais pas, une dizaine d'étapes que tu avais prévues, tu as 3-4 scénarios avec chacun une dizaine d'étapes prévues qui ne sont pas toutes les mêmes. Et quand il y a quelque chose d'imprévisible qui arrive, tu te retrouves avec des pièces de Lego, d'éléments, de réponses déjà étudiées. Parce que si tu as étudié ton chemin, tu as déjà des petits bouts de réponses pour passer de telle étape à telle étape, telle étape à telle étape. Alors là, quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et que ça ne correspond à aucun de tes scénarios, bah, tu reprends toutes les petites pièces de décomposition de la stratégie que tu avais mis en place pour arriver à ton but et tu reconstruis autre chose, tu fais du Lego. Enfin, là encore, c'est la théorie, et comme dirait. Juste un mot là-dessus, encore un échange, mais j'ai discuté de ça avec Clarisse Kremer, la navigatrice du Vendée Globe, et elle m'a livré une expression que tu vas adorer, peut-être un datsibao, qui est, disent les marins visiblement, ça part de là. C'est-à-dire, en gros, j'ai reçu un fichier météo, j'ai tout fait, j'ai préparé mon plan de navigation, etc. C'est pas du tout ça qui se passe. Et elle dit la grande force qu'il faut avoir, c'est tout mettre à la poubelle et dire ça part de là. Tu vois, vraiment un reset complet. Je trouve ça très intéressant. Ça part de là m'intéresse beaucoup. Bah c'est en tout cas l'état d'esprit de ne pas être dans le déni. Voilà, exactement. Le pire, c'est de se dire non, mais c'est bon, ça se passe quand même comme prévu. Non, quand ça se passe effectivement pas comme prévu, il faut avoir effectivement l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est complètement différent. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir autrement. Et effectivement, ça part du constat et de l'admission qu'effectivement, c'est pas comme on avait prévu. Évolution des métiers. Dans un contexte où les métiers évoluent, Bruno l'a dit, très lentement, mais où la technologie explose. Voilà, c'était vraiment l'introduction de Bruno. Comment on gère ça ? Comment on est sous une espèce de pression et en même temps, on continue business as usual et on se demande si on doit faire autrement ? Il faut se forcer, il faut regarder. J'ai envie de dire, c'est comme quand on a un concurrent un ou des concurrents qui arrivent. Il y a parfois certaines personnes qui ont tendance à ne pas regarder la concurrence parce que ça peut faire, ça peut faire peur. Ou alors on peut se dire, oh non, mais de toute façon, c'est bon, je travaille bien, je suis meilleur, donc dans tous les cas, on va gagner. C'est la pire erreur à faire en fait. Il faut, quand on a un concurrent ou des concurrents, c'est une chance. Il faut aller regarder ce qu'ils font. Il faut aller regarder comment ils font. Et il faut y aller. Et même si des fois ça fait mal, et on se dit, ah ouais, là ils sont meilleurs que nous. Et à ce moment-là, en fait, le jeu, c'est d'aller avoir, bon, toi-même tes propres idées, mais aussi quand il y a des bonnes idées qui apparaissent chez les concurrents ou ailleurs, il faut pas avoir d'ego par rapport à une bonne idée. S'il y a une bonne idée et qu'elle est chez un concurrent, il faut la prendre. Il y a pas pour construire, pourquoi ? Pour construire le meilleur produit, in fine, pour que les gens aiment le produit et qu'ils ne disent pas « Ah oui, mais chez machin, j'ai tel truc et chez truc, j'ai pas tel machin. » Donc, vous me citerez pas sur cette citation parce que je pense pas qu'elle passe les millénaires, celle-là. Ouais, un échec. Est-ce que tu peux nous raconter un échec ? Oui, tu vois, déjà, on a essayé 6 modèles économiques chez Blablacar. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a échoué 5 fois quand même. Ouais. Donc ça m'a fait comprendre que l'échec, c'était la route du succès. Ouais. Donc, mais tu insistais à chaque fois, j'ai dit qu'on y revenait, sur la solidité de ta techno. À chaque fois, tu disais... J'ai la meilleure techno, de toute façon. Elle était robuste, toute manière, parce que c'est aussi une histoire de robustesse parce qu'on s'apprêtait à affronter des volumes. D'ailleurs, ce qui s'est passé à un moment sur notre croissance, on avait un concurrent qui était assez grand, qui était même aussi grand que nous. Et je me souviens, j'avais discuté avec le fondateur. Et puis, moi, j'avais testé, tu vois, quand j'avais testé leur service. Déjà, j'avais écrit au service client, on m'avait jamais répondu. Et là, lui, il m'avait dit, ouais, mais tu sais, il y a un mec sur 1000 qui passe sur le site et qui nous écrit, donc tu vois, on n'est pas obligé de leur répondre. Moi, je me suis dit, c'est exactement pas ça qu'il faut faire parce que celui qui t'écrit, mais tu lui as pas dit ça, tu l'as gardé pour toi. Je dis, mais celui qui t'écrit, c'est celui qui est ton vrai utilisateur. Mais tous les autres, c'est des papillons. Ils sont arrivés, ils sont posés, ils sont repartis, c'est pas des clients. Celui qui t'écrit, c'est celui qui utilise ton produit. Donc là, c'est du pain béni. Il faut vraiment être là, lui répondre. Et puis l'autre chose qu'il m'avait dit, c'était que, en gros, il mettait pas de gros efforts sur sa plateforme technologique et qu'il avait 2 stagiaires qui s'occupaient de maintenir la plateforme et que ça suffisait bien. Et moi, j'avais mon cofondateur Francis qui, lui, était passé par Free, par Mythic et qui construisait une plateforme pour vraiment être capable de recevoir des millions d'utilisateurs.
Et donc là, je m'étais dit, mais il ne se rend pas compte qu'en fait, on est sur un play technique. C'est-à-dire que le jour où il y a du volume, le truc, il va exploser en vol. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, il y a eu une grève SNCF. Et donc évidemment, en période de grève, tu as des millions de gens qui cherchent des solutions pour se déplacer et qui se rabattent sur le covoiturage. Et ça se passe encore aujourd'hui, évidemment. Et donc là, il faut avoir un service prêt à accueillir ce volume-là. Et ce qui s'est passé, c'est que eux, quand il y a eu le volume, ils se sont fait mettre par terre, mais ils ont fait 3 semaines d'indisponibilité. 3 semaines d'indisponibilité, je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient habitués à venir chez toi, ils sont partis chez toi. Ils sont venus chez nous directement parce que leur plateforme n'était pas technologiquement suffisamment robuste. Donc, on parlait de scénario, d'anticiper. Quand tu es sur un track où tu sais qu'il y a un moment il va y avoir du volume, et si tu as des concurrents, c'est évidemment celui qui sera capable d'accueillir le volume qui va le récupérer. Celui qui ne l'est pas, il va voir la vague passer, mais au-dessus de lui. De toute façon, le gars qui ne répond pas à ses clients, il n'a pas d'avenir. Avec ou sans techno, il n'a pas d'avenir. Oui, c'est-à-dire que un bon service, c'est un bon produit et un bon service client. Alors, sacrée question ça. Si tu étais un directeur financier ou un DRH dans cette salle, qu'est-ce que tu ferais demain pour préparer le futur avec confiance? J'ai 3 heures. T'as 4 minutes. 4 minutes. T'as 4 minutes. Non, je dirais, première chose, essayer déjà... Alors, nous, ce qu'on fait chez Blabla, c'est qu'on mesure le NPS employé. Le NPS, pas que le NPS client. On mesure le NPS employé. Donc, on a un indicateur déjà de savoir comment les gens vont. Donc, déjà, mesurer en interne comment les gens se sentent. Enfin, on est tous suffisamment adultes et matures pour être capables de faire la part des choses quand on donne un feedback. Non, je dis ça parce que ce qui m'avait surpris, tu vois, typiquement, c'est quand j'étais à Stanford, l'université nous demandait de noter les profs. Et en fait, les notes étaient... tu vois, tu le fais avec des gens qui ont plutôt 20 ans ou 22 ans, pas avec des gens qui ont 10 ans. Parce que forcément, si tu demandes aux élèves de CE1 ou CE2 de noter la maîtresse, ça va mal se terminer. Ça peut très bien se terminer, va savoir. Ouais, mais ça va se terminer. Oui, voilà, c'est de l'amour ou de la haine, quoi. Donc, mais bon, quand tu es plus âgé, tu sais faire la part des choses et tu sais noter différentes choses. Donc déjà, prendre le pouls de l'équipe d'employés, parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, ça part de là. Moi, je crois qu'une bonne boîte, ça part de là, justement. Ça part d'employés qui sont heureux de faire ce qu'ils font. Et ensuite, quand tu as des employés heureux, ils font un super boulot et donc tu as des clients heureux. Et quand tu as des clients heureux, ta boîte, elle marche et tu as des revenus. Mais ça part de là. Donc, en tant que DRH, je pense qu'il doit y avoir cette obsession à ce que tout le monde se sente le mieux possible dans son poste. Ensuite, j'irais faire en sorte que tout le monde comprend bien le modèle économique de l'entreprise. C'est pas toujours gagné, parce que quand on n'est pas vraiment en contact avec les clients, on ne voit pas forcément comment toute la machine fonctionne. Moi, j'ai été très surpris souvent de discuter avec des personnes dans des boîtes qui ne comprenaient pas bien le modèle économique de leur propre boîte. Et ça me perturbe, parce que tu vois, quand je dis comprendre le modèle économique, c'est aller jusqu'au unit economics, c'est-à-dire comprendre à chaque fois que tu vends un truc, quelle est ta marge, c'est quoi ton OPEX, ton CAPEX. Voilà. Et ça, je pense que c'est important, parce que justement, quand il y a des décisions qui peuvent être imposées par la rationalité des chiffres, il faut que tout le monde ait eu cette éducation avant sur le modèle économique pour comprendre pourquoi on est obligé de prendre telle ou telle décision. Si cette éducation-là, elle n'a pas été faite en amont, le moment où on prend une décision, on va dire que c'est injuste pour telle et telle raison. Non, c'est pas injuste, en fait. C'est le modèle économique qui l'impose. Donc voilà, qu'est-ce que j'irais faire d'autre? Ça a été, non, mais juste d'un mot, parce que ça a été l'un des grands sujets post-Covid, et on a beaucoup parlé avec Jean-Baptiste autour du cash et l'éducation des commerciaux sur le bas de bilan, pas forcément la top line, mais à la fin quand même, c'est la marge de ta vente qui va faire que l'entreprise va continuer ou pas, et pas forcément la réalité de ta vente. Très intéressant. Mais pour ça, effectivement, il faut comprendre le modèle économique. Ouais, super intéressant. Voilà. J'ai fait en 3 minutes au lieu de 3 heures. Je ne sais pas, toute dernière question. Est-ce que tu as un rituel, une astuce, et puis ensuite il y aura des questions de la salle, bien sûr. Hein. Est-ce que tu as un rituel, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, pour que vous prépariez. Un rituel, une astuce, une routine, pour ne pas être prisonnier de ta propre réussite? Ne jamais m'interdire de demander pourquoi. Ça, c'est comme en classe. Mais alors d'ailleurs, en classe, je le faisais beaucoup. Hein, mais quand je ne comprenais pas, je demandais pourquoi.
Enfin, je posais la question. De ne pas m'empêcher de poser des questions, en fait. Ouais. Et t'as raison, c'est compliqué parfois. c'est compliqué parce que parfois on peut se dire, surtout, je pense dans une classe, on se dit, je dois être le seul à pas avoir compris. Ouais, et donc on n'ose pas demander. Et alors c'est marrant d'ailleurs, il y avait une différence comme ça que j'ai remarqué entre le système éducatif français et le système éducatif américain où j'avais fait une partie de mes études. C'est que en France, des fois tu poses des questions et puis des fois des questions qui sont simples ou qui ont déjà été répondues. Et là, tu vas avoir un prof qui potentiellement va te dire bon bah tu reliras ton cours et puis tu interrompras pas la classe. Donc ça ça s'appelle se faire rembarrer. Alors là, la prochaine fois pour poser une question, ça va être plus compliqué. Et je me souviens qu'aux États-Unis, il y avait à l'inverse des gens qui posaient des questions que moi je trouvais complètement, trop simples et qui étaient. T'es à la rue, mon pote. T'es à la rue. Et là, le prof il disait very good question. And I'm sure that if you're asking this, it's because many of you did not understand, so I'll go around again. Ouais. Et le gars, il réexplique, parce qu'il se dit, s'il y en a un qui n'a pas compris, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ouais. Et c'est pas le même principe, tu vois. Et donc, je pense que j'ai gardé cette volonté de toujours demander les questions, même quand ça paraît... même quand on se dit, tiens, il doit y avoir une réponse évidente, mais je ne l'ai pas, je demande quand même. Parce qu'il vaut mieux avoir l'air imbécile pendant 15 secondes que tout le restant de sa vie. Est-ce que vous avez, chers amis, des questions? Est-ce que, alors je ne sais pas d'ailleurs trop comment faut pas hésiter. Hein. De toute manière, c'est vrai qu'on a bien éclusé le truc. Non, mais pour n'importe quelle question, je dirais si vous la posez, c'est que d'autres se la posent. Ouais, voilà. Je ne dirais pas que la question était nulle. Exactement. Moi, j'ai une question. Alors à ce moment-là, pour vous laisser un tout petit peu réfléchir. À quel moment est-ce que le fondateur doit se dire « je ne suis plus l'homme de la situation » En fait, c'est marrant parce que c'est une question de positionnement où tu te places. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu es un peu l'homme orchestre. Ouais. Et ensuite, quand la société fonctionne vraiment bien, tu dois devenir chef d'orchestre. Et en fait, il se trouve que ce n'est pas du tout la même image. Je suis sûr que quand je t'ai dit homme orchestre, tu as vu un gars avec sa guitare, son harmonica comme ça et la colombe sur l'épaule qui fait tout. Ouais. Et quand je t'ai dit chef d'orchestre, tu as vu un gars comme ça avec sa baguette et sa queue de pie. En fait, ce n'est pas le même métier. Donc c'est vrai qu'il y a ce passage-là entre les deux où il faut savoir où te situer. Après... tu vois, alors si je prends l'analogie musicale, et comme j'ai fait beaucoup de musique, j'adore ça, mais dans la musique, c'est évidemment très complexe. Tu as l'écriture de l'œuvre, tu as l'interprétation, et puis tu as le chef d'orchestre. Bon, c'est à toi de savoir où est-ce que dans l'orchestre, tu dois te placer une fois que l'orchestre est lancé. Sachant qu'au début, tu ne peux pas faire autrement qu'être l'homme orchestre toi-même. Et ça a été douloureux ? C'est une redéfinition de ta valeur, de ce que tu peux apporter. Mais c'est douloureux ou pas ? C'est forcément... forcément douloureux. Douloureux, je ne sais pas. Ça te pose des questions parce que c'est un changement. Tu vois, on parlait de changement. Donc quand tu sais que la vie, c'est le changement, tu sais que c'est la suite. Donc le changement, c'est toujours inconfortable. Je ne sais pas si c'est douloureux, mais en tout cas, l'homme a tendance à vouloir, enfin l'homme ou la femme, mais l'humain a tendance à vouloir répéter des choses qu'il connaît pour être dans une zone de confort. Exactement. Donc c'est une sortie de ta zone de confort dans tous les cas, et c'est donc inconfortable par définition. Exactement. Question tout au fond là-bas. La prochaine étape pour Blablacar. Alors c'est marrant parce qu'on dirait une question de journaliste. Alors que c'est... je m'y attendais pas. Non, alors déjà on fait beaucoup de choses. On a lancé récemment. Je sais pas si vous avez vu. Alors déjà vous avez dû voir qu'on fait du covoiturage et du bus. Ça vous avez dû voir des bus quelque part sur les autoroutes, un petit peu partout. Des bus Blablacar. Et depuis peu on distribue du train aussi. Et la logique c'est de faire de la multimodalité au maximum. Donc la possibilité pour aller d'un point A à un point B. D'avoir plusieurs méthodes, donc soit du covoiturage, soit du bus, soit du train. Donc ça aujourd'hui c'est en train de devenir une réalité, en tout cas pour le train c'est qui est en train de ramp up, pour le covoiturage et le bus c'est déjà une réalité. Et à terme, en termes de vision, c'est d'aller jusqu'à ce qui s'appelle l'intermodalité, c'est-à-dire la possibilité de faire des interconnexions entre les moyens de transport, et pas seulement proposer de A à B avec 3 moyens de transport, mais plutôt de proposer
un bout en train, un bout en covoiturage, ce qui permet d'aller à des endroits auxquels on ne serait pas allé, et de faire un bout en TGV pour aller très loin, et puis de finir pour aller voir, je ne sais pas, sa grand-mère à Paimpol, ou bien aller voir ou aller dans une station de ski, et bien réussir à trouver le covoiturage qui complète le trajet avant. Et donc c'est de faire de l'interconnexion entre les moyens de transport, sachant que BlaBlaCar est très bien positionné pour faire ça, parce qu'il y a un inventaire qu'on est les seuls à avoir, qui est celui des voitures. Phrase formidable de Guillaume Pépi, patron de la SNCF, nous transportons les gens de gare en gare. Malheureusement, les gens n'habitent pas dans les gares. C'est très juste. Parce qu'il avait cette vision-là, la même que la tienne, mais qu'il n'a pas réussi à faire le truc. Donc technologiquement, ça ne doit pas être si simple que ça quand même. Non, c'est pas. Il y a plein de complexités. Voilà, il y a plein de complexités. Parce que il y a la complexité technique, mais après il y a aussi la complexité simplement de la compréhension du service par tout le monde. Tu vois, on parlait tout à l'heure en termes de DRH de réussir à embarquer tout le monde derrière des principes fondamentaux de l'entreprise. De la même manière, il faut réussir à embarquer tous tes clients derrière cette philosophie-là. Je vous en prie, monsieur. Est-ce que là, l'électrification? Non, aujourd'hui, non. C'est très BlaBlaCar comme question, ouais, comme quoi ça intéresse. La question, c'est sur l'électrification du parc automobile. Aujourd'hui, ça n'a pas d'impact. Il y a des voitures qui sont des voitures électriques dans le parc et des voitures qui sont à essence. C'est signalé sur la plateforme quand on réserve? On voit le modèle de voiture. Ouais. Mais non, ça n'a pas un impact spécifique aujourd'hui. Aussi parce que le partage tout simplement de la voiture, il peut se faire que la voiture soit électrique ou pas. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation un conducteur avec des passagers qui font le même trajet. Et donc ça existe toujours. Donc non, il n'y a pas d'impact visible, en tout cas aujourd'hui. Et madame derrière, dernière question. Oui, allez-y, je vous en prie. Bonne question. Mais alors, j'ai déjà monté une autre ça c'est bien, quand il y a des questions comme ça où je peux répondre direct. Non, j'ai monté un autre projet qui est formidable, qui s'appelle Dift, qui est une plateforme. Dift, ça veut dire don plus gift, ou donation as a gift, tu vois, donc c'est un don qui est un cadeau. Et ça permet aux entreprises notamment d'aller allouer un budget et de laisser ce budget qui sera in fine alloué à des associations dans le domaine social et environnemental, de laisser sa distribution être faite par ses clients ou ses collaborateurs. Donc c'est un don qui est un cadeau. Donc là, on a lancé ça fait 2 ans et demi. On a 350 entreprises qui sont partenaires. On a déjà alloué 20 millions d'euros à 300 associations. Donc c'est le début, mais c'est plutôt bien parti. Et donc c'est des associations des projets, si vous voulez, quand on, par exemple, en mettant en particulier, je prends un cas au hasard. Mettons que Cégide offre un Dift à Stéphane. Eh bien, toi, tu vas le recevoir, un Dift de, je sais pas, de 50 €. Et tu vas pouvoir aller l'allouer à un projet qui te tient à cœur. Alors, soit pour retirer du plastique des océans, soit pour préserver une espèce en voie de disparition, soit pour ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, pour aider les plus démunis en réinsertion sociale. Et donc, c'est une manière d'aller partager une valeur et un bien commun pour une entreprise avec ses clients, avec ses collaborateurs, qui va beaucoup plus loin que n'importe quel autre, qui a plus de sens quelque part humain. Je parlais tout à l'heure de l'alignement entre ce que l'on ressent et ce que l'on a envie de faire. C'est une manière d'aller s'aligner, justement, d'aligner les intérêts et de faire en sorte que les entreprises participent au bien commun au maximum, sachant que c'est une attente très très forte. Aujourd'hui, il y a 93% des gens qui attendent des entreprises qu'elles agissent pour le bien commun. Mais j'ai le droit de le donner à n'importe quelle association, c'est moi qui choisis. Oui, mais dans le catalogue d'associations sélectionnées... L'association des chasseurs qui tuent les sangliers à main nue, j'ai le droit. Elle ne sera pas dans notre catalogue. Ah, voilà. C'est-à-dire que l'entreprise déjà Tout elle-même... le sens. Voilà, dans le catalogue, on a, alors nous on a 300 associations, mais nos clients généralement vont choisir 3, 4, 5, parfois 10 associations. Ils peuvent aussi en amener à eux, c'est-à-dire que parfois ils disent nous on soutient déjà telle association, donc on peut la mettre dans notre liste. Et ensuite c'est cette liste-là qui va être envoyée
aux clients ou aux collaborateurs en disant voilà, vous pouvez soutenir le projet qui vous tient à cœur dans cette liste-là, ce qui permet à l'entreprise aussi d'aller affirmer ses valeurs. Et nous, on fait tout un travail évidemment de sélection des associations basé sur le suivi des indicateurs d'impact, sur la gouvernance, voilà, sur aussi un audit financier pour être sûr que l'entreprise est saine. Donc voilà, l'entreprise, la société est saine. Et donc c'est extrêmement motivant. D'ailleurs, quand on regarde le catalogue des associations sur DIFT, ce qui est bien, c'est que par rapport à d'autres contextes, on voit non seulement les problèmes qui sont adressés, mais on voit aussi les solutions. C'est-à-dire qu'immédiatement en face d'un problème, on voit une équipe sur le terrain qui met toute son énergie pour résoudre ces problématiques-là. Et ça permet de générer beaucoup d'énergie et beaucoup justement de solidarité. Donc ça, c'est le nouveau projet qu'on a lancé. On est une petite dizaine, donc c'est une start-up, hein. Mais déjà on aiguille des millions d'euros, donc je suis plutôt content. Mais de la même manière, on vise, moi je me suis fixé d'aller distribuer 1 milliard d'euros, donc on n'a pas fini. Merci Frédéric, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et merci à vous pour Merci. Votre attention. Une petite pause et puis on se retrouve dans un instant, dans je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, voilà, pour continuer ensemble cette discussion que j'espère passionnante pour vous.